Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Conduite addictive. Nous allons voir ensemble quel est le lien entre les conduites addictives et le travail. On n'a pas choisi cette émission par hasard. Vous allez voir avec nos invités qu'il existe différentes formes d'addiction, j'ai envie de dire, qui peuvent avoir un impact sur le travail et voir comment tout ça peut se traiter et comment le déceler. Alors, je suis en compagnie de Christian Andréo. Christian, vous êtes directeur général de l'association Addictio. Eh oui, bonjour, merci. Bienvenue. Et vous êtes venu en compagnie donc de Nadège Virio, qui est coordinatrice régionale aussi au sein de l'association Addictio. Nadège, bienvenue à vous. Merci. Alors, n'hésitez pas à nous dire sur le chat si ça vous parle, le sujet, si vous avez des questions. Nous serons ravis d'y répondre. Et on va commencer tout de suite par ce mot, je le dis tout de suite, le mot addiction qui peut faire peur. Et en même temps, c'est pour ça qu'on a appelé cette émission Conduite addictive, c'est que justement, c'est pas forcément si évident que cela, que de repérer des addictions ou de voir comment une certaine conduite liée à une consommation, à un produit, peut avoir un effet sur le travail. Et on a vraiment souhaité au FAST vous parler de ce lien entre les deux. Et c'est pour cela aussi que l'on travaille depuis longtemps avec la société Addictio qui nous aide sur ce sujet, sur cette réflexion. Alors, sans être justement dans une addiction forte, dans une conduite dangereuse ou en tout cas dans une consommation, un comportement qui peuvent être extrêmement, je l'ai dit, dangereux ou entraîner des conséquences dramatiques, en fait, on va tout de suite essayer de comprendre avec nos invités de quoi on parle justement quand on parle d'addiction et de conduite addictive. Et là, tout de suite, je vais demander à Christian, mais finalement, quelles sont les missions d'Addictio ? Alors, Addictio est une association dont le domaine d'intervention est la gestion des risques liés aux conduites addictives en milieu de travail. Donc, dans ce domaine-là, on va mener des actions de prévention et de sensibilisation à destination des salariés sur le lieu de travail, un petit peu partout, quel que soit le contexte de travail. On va aussi former les équipes, former les travailleurs sociaux, former le personnel médico-social, former le manager, accompagner les dirigeants, faire des actions de coaching et bien entendu s'occuper et soutenir les personnes qui sont en difficulté avec un comportement ou avec un produit. D'accord. Donc là, Christian, j'ai envie de vous dire, mais si Addictio existe, avec ce que vous nous expliquez de toutes vos interventions, c'est que le problème n'est pas exceptionnel. Ce sont des situations donc, que l'on peut rencontrer fréquemment en entreprise, que d'avoir des salariés qui sont sous des emprises ou en tout cas soumis à ces sujets. Alors, la consommation de produits, c'est pas du tout un phénomène marginal dans la société, Oui. Que ce soit alcool, cannabis, tabac, plein d'autres choses. C'est un phénomène de masse qui ne s'arrête pas de façon magique aux portes du travail. Donc, fatalement, ces comportements qu'on a à l'extérieur vont se répercuter à l'intérieur du travail. Et on va avoir environ un accident du travail sur 3 qui est lié à une consommation de produits. Donc, c'est quelque chose qui est conséquent, qui est grave. Effectivement, oui. 1 sur 3, c'est important. Ça veut dire qu'on a potentiellement un risque, une possibilité sur 3 d'éviter un accident du travail. Tout à fait. Voilà, si on le prend dans l'autre sens. Ou de Si on le réduire prend en dans tout l'autre cas sens, on peut se dire que okay. si on a conscience de tout ça, on peut aussi mieux peut-être évaluer l'impact entre les deux. Du coup, Christian, il me semble que vous avez parlé, vous, de substances psychoactives. Moi, je parlais de produits, de drogue. Nadège, est-ce qu'on parle de la même chose ? Et c'est quoi exactement les substances ? Vous voyez, j'arrive même pas à le dire. Psychoactives. Ça y est, j'y arriverai d'ici la fin. En fait, on parle de la même chose. Substances psychoactives, drogue. Pourquoi on dit substances psychoactives ? Parce qu'elles vont agir au niveau du cerveau. Donc, ça va modifier notre comportement. On va les prendre pour se détendre, on va pouvoir les prendre pour se stimuler, pour se calmer aussi. Donc, ce qu'on disait, avec Christian, oui. Donc par exemple le tabac, l'alcool, c'est tout ça en fait. C'est tout ça avec des effets différents. Oui, des effets différents parce que chaque substance que tu viens de nommer n'ont pas le même effet sur l'organisme. Et puis ça peut quand même provoquer des problématiques parce qu'il y a des risques quand même à les consommer suivant les situations. Et puis bien sûr, il ne faut pas oublier la dépendance, l'addiction, comme on le dit depuis le début. Donc ça peut aussi provoquer ce comportement-là. D'accord. Et justement, donc le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est pas simplement de parler comme ça d'addiction, c'est de voir quel est le rapport entre ces addictions, quelques-unes, on va pas tous les citer, et le travail.
Alors, le rapport, déjà sur les chiffres que vous pouvez voir, on va nommer 3 substances majoritairement consommées dans le milieu professionnel, l'alcool, le tabac et le cannabis. Une autre donnée importante, c'est qu'on va pouvoir voir que le travail est un facteur protecteur. Les chiffres en parlent d'eux-mêmes. Si on prend par exemple le tabac, 39,9% des demandeurs d'emploi fument quotidiennement, contre 28% des actifs occupés. Donc ça montre que le travail a quand même un facteur protecteur. D'accord, mais ça n'empêche pas quand même la prise de substances psychoactives pendant son temps de travail ou avant et avec l'impact. Alors pendant le temps de travail, certes, parce qu'on importe toujours ces consommations dans le temps de travail, mais ça peut être aussi à l'extérieur, mais ça peut avoir des impacts pendant le temps de travail. C'est pas parce qu'on a la liberté de le faire à l'extérieur, je pense notamment au cannabis qui reste une substance illicite, que ça n'a pas d'impact sur le travail. D'accord, ok, justement, on va décrypter tout ça avec vous deux. Et justement, moi, j'ai envie de vous demander, donc en dehors de ces substances donc qu'on vient de citer, est-ce qu'on en connaît d'autres qui peuvent être nuisibles sur le travail, sur le poste qu'on doit occuper toute la journée? Donc là, on a cité l'alcool, le tabac, le cannabis, mais il y a d'autres choses. Oui, c'est vrai qu'on est allé sur les substances, comme je disais tout à l'heure, sur les substances majoritairement consommées en milieu professionnel, mais on oublie souvent tout ce qui est comportement. Alors les comportements, ça peut être les jeux de hasard et d'argent, ça peut être les jeux en ligne, ça peut être les jeux vidéo. Donc tous ces comportements-là peuvent avoir des incidences parce qu'à partir du moment où on va jouer plus que de raison, on va dire, on peut manquer de concentration, on peut somnoler au travail. Donc en fait, il n'y a pas que les substances qui produisent ces effets-là. Ces comportements que je viens de nommer et d'autres aussi peuvent avoir des effets sur le travail. On n'a pas besoin. Si on peut ajouter, il y a aussi la question des médicaments. C'est-à-dire que les médicaments ont un effet sur le cerveau. Certaines classes de médicaments ont un effet sur le cerveau. Souvent, on n'y pense pas. C'est quelque chose qui est prescrit, qui est légal, qui est administré par un médecin, mais on tourne souvent le paquet pour pas avoir la vignette rouge derrière, qui a des répercussions en termes de conduite d'engin, manipulation, conduite de véhicule, et ça aussi, ça peut avoir des répercussions assez fortes en termes d'accidents. Et souvent, en plus, on le sait, les intérimaires sont souvent sur des missions où ils vont faire de la conduite d'engin, où ils vont être sur des chantiers en hauteur, après, il y a tout un tas de situations qui peuvent augmenter ce risque d'accident, comme on le disait aussi tout à l'heure, par rapport à ces produits. Tout à fait, c'est la notion de poste à risque. Voilà, c'est ça. Manutention, conduite d'engin, de véhicules, etc. Donc, qui est exposé fatalement à un risque d'accident plus élevé. D'accord. Et du coup, je me demande à quel moment, finalement, on peut reconnaître qu'une consommation, elle est problématique. À quel moment on doit se dire, bon là, je m'alerte. Alors, il faut distinguer ce qui est de l'ordre de la consommation problématique, c'est-à-dire consommation problématique tout court, versus consommation problématique dans le milieu du travail. Donc, parce que le milieu du travail va être beaucoup moins pardonnant sur ces points-là qu'une consommation problématique, on va dire, en milieu complètement ouvert. Parce qu'une consommation contrôlée, c'est-à-dire non problématique, peut tout à fait avoir des répercussions terribles sur le lieu de travail. C'est-à-dire que c'est pas parce que je bois un verre de vin ou que je suis un pétard que je suis accro ni à l'un ni à l'autre. Par contre, en termes de concentration, ça peut avoir des répercussions immédiates si j'ai à conduire une grue, si j'ai à faire des actes de manutention avec des charges lourdes, etc. Donc, il faut faire attention à ça. Bien entendu, la consommation, il y a une question de perte de contrôle. Est-ce que j'arrive à me maîtriser ? Quel est le volume de ma consommation, mais il faut bien rappeler que tous ces critères-là, ils n'ont pas lieu d'être dans le milieu du travail où la règle reste normalement la non-consommation. D'accord ? Voilà. Après, la vigilance absolue, c'est d'avoir est-ce que la consommation dans ma sphère privée a une répercussion sur ma capacité à être en forme et en pleine possession de mes moyens le lendemain au travail. Voilà. Si je joue toute la nuit, je vais avoir des problèmes le lendemain. Clairement. Donc on est vraiment sur interaction entre dedans, dehors, milieu ouvert, milieu de travail. Ce qui peut être compliqué aussi, notamment je pense aux intérimaires qui vont travailler en horaire décalé, qui vont travailler très très tôt, finir peut-être sur un autre, je dirais, une autre tranche horaire que la norme, et puis qui vont peut-être pas se rendre compte, Nadège, vous parliez des jeux, que finalement je commence à jouer à 17h et puis à 4h du matin j'y suis encore alors que je dois embaucher à 6h. J'exagère,
mais c'est peut-être un peu aussi ce genre de conduite sur lesquelles on peut dire attention. Là, comme on le disait aussi avec Christian, monter sur une grue, quand on a fait ça, c'est qui tout double. Exactement. La préservation du sommeil, c'est vraiment le point de base vraiment à maîtriser et à sauvegarder pour sa santé. D'accord. Et encore, si je continue dans cet exemple d'intérimaire qui travaille en horaire décalé, on peut aussi, c'est le principe de l'intérim, c'est être appelé presque d'une heure à l'autre ou d'un jour à l'autre sur une mission. Puis on pensait peut-être rester à la maison ce jour-là, puis on nous appelle, il y a une opportunité d'emploi, et puis on a peut-être un petit peu trop consommé d'une substance psychoactive. C'est pas facile à dire, hein. Voire de l'entraînement. Une substance psychoactive la veille ou la nuit ou quelques heures avant, comment finalement je peux évaluer si je suis en capacité d'aller travailler ou pas, et surtout, comme on le disait, c'est si je suis en danger pour moi, pour les autres. Comment justement, Nadège, je peux essayer d'évaluer, parce que je crois que vous êtes venu avec un petit outil qui va nous permettre justement de nous repérer dans ces consommations. Tout à fait. Donc en fait, c'est un outil. Oui, l'avait donné. C'est un outil qu'on appelle une réglette d'alcoolémie. Donc en fait, on souffle pas dedans. Simplement, si tu l'ouvres, on va pouvoir voir que l'on peut noter en haut si on est un homme ou une femme. Le poids que l'on fait, parce que notre taux d'alcoolémie va varier en fonction de ce poids et de ce sexe. Donc en fait, là, si tu positionnes la réglette sur une femme de, on va dire, 75 kilos. Ok, donc là, voilà, j'y suis. Donc là, hop, voilà, donc on voit à l'écran. Donc là, j'ai positionné donc 75 kilos femme. Là, on voit des petits verres ballons qui représentent les dosages d'alcool. Ces dosages d'alcool vont varier en fonction du degré d'alcool, parce qu'à chaque alcool ne correspond pas la même quantité. Si on a un alcool à 45-50 degrés, on va en avoir 2-3 centilitres. Si on a un alcool qui a 4 ou 5 degrés, on va en avoir plutôt 20-25 centilitres. Donc, en fait, les petits verres représentent une dose d'alcool. Une dose d'alcool, c'est 10 grammes d'alcool. Et en fait, à chaque verre va correspondre un taux d'alcoolémie. Donc, le taux d'alcoolémie se décrète à peu près 1 heure après la fin de la consommation. Et il va varier de 1 à 5 sur cette réglette. Et ensuite, dans la dernière petite colonne, on a le temps d'élimination. Parce que, bien sûr, si on consomme une dose d'alcool, eh bien, on va être là sur du 0,22 grammes par litre de sang, je crois, si je lis bien. Et il va falloir 1 heure et demie. En moyenne, 10 grammes d'alcool, c'est limite à peu près en 1 heure et demie. Quel que soit son poids et son sexe, c'est une moyenne. Mais il y a des choses qui peuvent faire varier, parce qu'on n'est pas à l'abri aussi d'avoir un organisme qui va le traiter différemment suivant comment il est. D'accord. On verra tout à l'heure d'ailleurs. Ça, c'est vraiment utile et intéressant pour déjà avoir un premier niveau de conscience, je dirais, de tiens, je sais que je consomme souvent un verre ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 le week-end. Ça me permet de me dire tiens, je sais que finalement c'est pas ce que je pensais, mais je vais mettre 8h30 si j'ai pris 5 verres pour éliminer tout l'alcool que j'ai dans l'organisme. D'accord, donc c'est vrai que c'est impressionnant. Tout à fait. Je vous invite à faire l'exercice. C'est vrai qu'on peut, parce que les repères là portent sur 4 verres, 5 verres, 6 verres. Il faut rappeler que ce qu'on appelle les repères alcool, c'est-à-dire la norme de consommation donnée par Santé publique France et par l'Organisation mondiale de la santé, et 2 verres d'alcool par jour, pas tous les jours. Oui. Donc voilà, on est déjà sur des quantités qui nous éloignent un petit peu de ce qu'on est censé amener dans la sphère du travail. Oui, mais c'est vrai que c'est un bon repère déjà pour se comprendre et voir justement comment dans l'organisme, tout ça, tout le mécanisme justement pour éliminer tout ça. Et justement, concernant cette partie élimination, si je bois 2 litres d'eau, parce que voilà, j'ai consommé, je bois 2 litres d'eau, je peux aller travailler ? Vous pouvez manger 1 kilo de pâtes par-dessus et danser, faire 3 fois le tour du pâté de maison. Ça ne va rien changer, en fait. Me tremper vraiment la tête dans une seau d'eau froide, ça ne marchera pas. Non. D'accord. Donc, il n'y a pas de truc pour éliminer, si ce n'est
D'attendre. D'attendre. Donc, c'est le temps qui va éliminer. Et comme je commençais à l'expliquer tout à l'heure, en fait, ce qui va faire varier, c'est qu'on n'est jamais la même personne, en fait, quand on consomme une substance. Là, on a pris l'alcool en exemple, mais on pourrait le nommer sur d'autres substances, parce qu'on n'est jamais le même ou la même. C'est-à-dire, le lundi, on va être une personne avec son physiologique, c'est-à-dire son physique qui va peut-être bien, mais peut-être impacté par des soucis, ce qu'on appelle la charge mentale. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Donc, en fait, quand on avale un produit, eh ben, en fait, notre corps ne va pas forcément réagir de la même façon le lundi ou le vendredi. Le vendredi, on sera peut-être encore plus fatigué. Donc, on va avoir l'impression, notamment sur un verre d'alcool, qui va monter beaucoup plus vite, c'est ce qu'on entend. Et pour peu on essaye de masquer un petit peu sa fatigue par d'autres produits, la prise, par exemple, de café, la prise de produits pour se stimuler un peu, je pense aux boissons énergisantes notamment, ben, si on cumule, si on prend ces boissons-là ou ces produits-là plus l'alcool, ben forcément, l'organisme va éliminer différemment ou en tout état de cause, on va sentir les effets différemment. D'accord, ça au moins c'est très clair. Il faut attendre. Et pour ceux qui n'ont pas la réglette, qui n'ont pas cette chance-là d'avoir ce petit outil, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller pour évaluer justement si on est encore dans une zone de risque en fait? Donc en fait, cette réglette, effectivement, est un outil papier, mais à l'ère d'Internet, je pense qu'on peut aller voir sur plusieurs sites qui proposent des simulateurs d'alcoolémie, donc qui vont faire exactement la même chose que la réglette que tu as présentée. La seule chose, c'est qu'on va pouvoir en plus aller plus loin dans le degré d'alcool. On va pouvoir faire varier, si on sait la boisson qu'on a prise et le degré d'alcool qui s'y rapporte, on va pouvoir faire varier le degré, la quantité et avoir une idée bien précise du taux d'alcoolémie qu'on peut avoir dans le sang et bien sûr le temps d'élimination. C'est ce qui est vraiment très intéressant. D'accord, donc après, j'imagine, on a des outils autres que l'alcoolémie, enfin on peut parler de plein d'autres choses en fait. Alors après, en dehors de l'évaluation de l'alcoolémie, on peut aussi essayer de s'auto-tester sur la possibilité qu'on a d'avoir une problématique, voire une dépendance, grâce aussi à des sites sur Internet, il y en a beaucoup, sur ce qu'on appelle des autotests, qui vont pouvoir nous interroger sur notre pratique à une substance, à un comportement, et pouvoir commencer à se dire, il y a peut-être un problème, je vais peut-être devoir consulter, en tout cas essayer de me faire accompagner, soutenir. Donc là aussi, on a... On a matière pour se renseigner, s'informer et voilà et puis se dire peut-être que là il faut que je m'alerte ou que j'alerte quelqu'un que je connais parce que je sens que la situation elle est un peu compliquée. Au-delà de cette question, comme on dit, de l'alcool ou d'autres substances, on le disait aussi avec vous, Christian, qu'il y avait des médicaments sur prescription qui dérivaient sur des conduites addictives. Est-ce que vous pouvez nous en reparler de ce risque, justement, notamment les antidouleurs? C'est assez commun, finalement. Alors, on a beaucoup parlé des antidouleurs avec la situation aux États-Unis, dans ce qu'on appelle la crise des opioïdes, c'est-à-dire des antidouleurs qui sont des dérivés chimiques de l'opium et qui ont créé une très très forte dépendance, une addiction assez généralisée dans la population. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces antidouleurs sont majoritairement prescrits, c'est pas forcément du détournement de médicaments, en fait. Et on a comme ça rendu addict toute une partie de la population américaine, avec des conséquences dramatiques. Alors en France, on n'est pas là. On n'est pas là, heureusement. Mais il y a quand même beaucoup de médicaments qui sont prescrits dans ce cadre-là, comme antidouleurs, donc avec des professions qui peuvent amener à des troubles musculo-squelettiques, des douleurs de dos, etc., dans l'intérim, et donc des prescriptions d'antidouleurs. Qui sont, pardon Christian, mais légitimes au moment où les a prescrits. Les douleurs sont réelles, elles sont là. Et le médecin l'a observé, nous a donné un médicament. Mais à quel moment ça justement bascule dans la conduite addictive? Ça bascule quand on ne peut plus s'en passer. D'accord. Quand on ne peut plus s'en passer, quand on commence à faire des sacrifices pour consommer, quand on commence à avoir conscience que c'est pas forcément souhaitable, mais qu'on le fait quand même. Je suis partie ce matin, j'ai oublié mes antidouleurs, je fais demi-tour. Exactement. Ou je sais plus si j'ai vraiment mal ou pas, mais il va falloir que je les prenne quand même. D'accord. Ah oui, ça peut agir à ce niveau-là. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais donc ça peut vraiment devenir un produit de grande consommation qui peut être néfaste aussi sur l'organisme et le travail, parce que c'est bien entendu. Aussi dans le tramadol, par exemple. Tramadol, c'est également un dérivé d'opium. Donc, il y a un risque d'addiction qui est associé au tramadol. Alors, pas de panique, on peut prendre du tramadol et que ça se passe bien. Il faut savoir que ce n'est pas un médicament anodin du tout. D'accord. Et justement, quels sont les risques
de ces consommations, si je prends les médicaments qu'on s'auto-prescrit parce qu'il nous en reste. Et puis... Alors ça, voilà, il y a 2 choses. Jamais d'automédication. La boîte est finie, on la ramène. Comme ça, on n'aura pas non plus le risque, ou en tout cas la tentation d'en prendre hors prescription. Si on a mal, on va voir le médecin du travail. Et tout passe d'abord par le filtre du médecin. C'est vraiment la base. Et surtout pas d'automédication et surtout pas de mélange. Évidemment. Voilà. Et donc, justement, quelle question je dois me poser si je me rends compte que je vais pas bien? Je sens que finalement, oui, je suis un peu en limite, que je vais travailler et que là, ça a une incidence sur mon comportement ou peut-être ma vision. Enfin, il y a peut-être des alertes, des signaux ou si même je vois qu'un de mes collègues est en difficulté. Qu'est-ce que vous pouvez me dire l'un et l'autre? Alors, il y a deux niveaux différents, en fait, entre pour soi et un collègue. En fait, pour soi, c'est vraiment le recours à la médecine du travail. Hein. Vraiment la base, en fait. Ce qui peut être compliqué selon son métier, selon l'accès qu'on peut avoir. Mais en fait, la médecine du travail, c'est un dispositif auquel on a droit. Donc, si on a un problème de santé, quel qu'il soit, ou même le soupçon d'un problème de santé, parce que c'est ça qui est important, la médecine du travail, c'est une médecine qui doit être préventive aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que ce soit grave pour avoir recours au médecin du travail. Donc, en cas de doute, pas de doute, on consulte. Voilà, ça, pour soi, c'est la base. Si on voit un collègue, le premier réflexe, c'est la chaîne managériale. Donc, je vais voir mon encadrant. Enfin, c'est pas évident d'aller voir quelqu'un et de dire tiens, je crois qu'il va pas bien. Alors, il y a toujours une différence entre dire il va pas bien ou je pense qu'il y a un problème. Dans le travail, là, on a failli se recevoir 3 caisses dessus. On est passé à côté d'un incident. Je pense qu'il y a des questions de sécurité qui se posent. Il y a quelque chose. C'est la priorité. C'est vraiment, en plus, on a vraiment, c'est factuel, c'est la sécurité. Exactement. On est mis en danger. Sous l'angle de la sécurité. Pour un manager, ça ne va pas être de savoir si la personne consomme ou pas. Ça va être de savoir si la personne est en état de travailler ou pas. C'est important. Après, la raison relève de la médecine. C'est des choses qui sont radicalement différentes. D'accord. Donc Nadège, clairement, on vient de le dire, mais donc si on veut aider quelqu'un ou être aidé soi-même, vers qui on se tourne? Comme le disait Christian, le premier réflexe, donc en dehors du travail, c'est bien sûr son médecin traitant. Dans le cadre du travail, le médecin du travail est une très bonne ressource. Mais il n'y a pas que ces ressources-là, même si elles sont essentielles quand même, parce que c'est médical, hein, il ne faut pas s'improviser non plus médecin. Et par contre, ce qu'on peut vous proposer, c'est d'autres ressources. Comme je le disais tout à l'heure, on est au monde d'Internet. Donc, on a quand même beaucoup de sites institutionnalisés qui proposent de l'aide. Donc là, on vous en a nommé au moins 3, Alcool Info Service, Drogue Info Service et Tabac Info Service. En sachant que ces sites sont très riches en matière d'informations généralistes sur... les consommations, je te parlais d'autotest tout à l'heure, comment déceler, là on va trouver aussi des informations. Et en plus, on a des services en ligne au téléphone pour pouvoir se faire accompagner. Alors là, on rentre bientôt dans le mois sans tabac, puisque le 1er novembre prochain, on démarre le mois sans tabac. Donc, notamment sur Tabac Info Service, on va pouvoir trouver des tabacologues qui vont pouvoir accompagner cet arrêt. Donc, ce sont souvent des lignes qui sont joignables assez facilement. Là, on a du lundi au samedi de 8h à 20h. Ça va même des fois 7 jours sur 7. Donc, on a des aides. Et également, sur ces sites, on va pouvoir trouver des chats, c'est-à-dire des échanges avec des personnes qui vont faire médiateur. Hein. On n'est pas livré entre personnes qui consomment et sans contrôle. Hein. On a quelqu'un qui va faire le médiateur. Et donc, on va pouvoir échanger sur ces problématiques en se disant, si je consomme, est-ce que c'est problématique? Comment je peux me faire aider? Donc, c'est plutôt bien pour des personnes qui n'osent pas pousser la porte de médecins ou de spécialistes. Donc, ça peut être intéressant d'avoir ces services-là. Et puis, bien sûr, Addixo, puisqu'on fait du soutien également. Mais on peut trouver beaucoup d'aides sur Internet et par téléphone. D'accord. Et j'ai presque envie de dire, on n'est pas obligé d'atteindre le mois sans tabac pour arrêter de fumer, mais bon, je ne suis pas là pour faire c'est toute l'année. Hein. Tabac Info Service existe toute l'année. Simplement, là, je fais le petit rappel. Voilà. Et puis, non, mais tu fais bien, mais vous faites bien, mais du coup, c'est vrai que on n'est pas forcément obligé d'attendre les mois comme ça, parce que si on l'a loupé, il faut attendre 1 an, ça peut être compliqué. on peut perdre du temps. Donc, en fait, ce que je comprends quand même avec ce que vous nous expliquez, c'est que le pire, ce serait en fait, c'est de ne rien faire. C'est d'être dans une situation de travail, soit pour soi, pour les autres, et de se dire pour soi-même,
allez, j'ai 8 heures à tenir et je sais que je suis pas en état et que potentiellement plus je peux manœuvrer des engins ou des choses qui peuvent blesser ou conduire, parce qu'on n'a pas parlé, mais le trajet, ça fait aussi partie, Tout à fait. quand même de l'accident, je dirais, qui est de la responsabilité de l'employeur. Et puis aussi, quand je vois quelqu'un qui ne va pas bien, peut-être aussi aller le voir et en parler, on l'a dit, à la chaîne managériale. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à nous donner sur ces points-là? J'aurais des conseils vraiment sur les médicaments. Ouais. Aussi, j'y reviens sur les médicaments. Quand on se voit prescrire un nouveau médicament par son médecin, toujours avoir un dialogue sur la vignette. Fameuse vignette rouge, parce que les employeurs réfléchissent parfois à des contrôles d'alcoolémie ou à d'autres tests, vérifier en fait de savoir si quelqu'un a un nouveau traitement dans les entretiens, même si c'est une information médicale qui doit rester confidentielle. En fait, Par contre, ça a des répercussions très importantes sur la conduite. Donc, il faut vraiment que et le salarié d'un côté et la médecine de l'autre puissent avoir cette vigilance-là. Sur la prescription de médicaments. Les benzodiazépines, par exemple, sont prescrits de façon absolument majeure en France. Tous ces médicaments-là, la plupart sont en vignette rouge. D'accord. Bon, on note tout ça, on sera très vigilants. Merci. Est-ce que Nadège, un dernier mot, un dernier conseil ? Oui, je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est garder le silence. En fait, le silence, on pense des fois que ça va pouvoir protéger l'autre, que ça va pouvoir le couvrir. On part du principe, surtout dans le monde du travail, que ça va être une attitude bienveillante. Tout à l'heure, je t'ai vu tiquer un peu quand Christian préconisait d'aller voir la chaîne managériale. Mais en fait, c'est un devoir de protection vis-à-vis du travail, parce que, comme le citait Christian, sur des exemples, ça peut être dramatique, s'il y a des chutes avec des engins ou même des gens qui peuvent être écrasés, etc. Mais au-delà de ça, c'est qu'on ne protégera pas la personne qui a un souci. Au contraire, ça ne va pas la protéger, ça va l'enfermer peut-être dans sa problématique. Et puis également, ça va enfermer l'entourage professionnel, puisqu'on est là pour ça, mais personnel aussi. Et en fait, on est dans un cercle qui ne s'arrête jamais, où la personne ne se fait pas aider, personne n'ose y aller. Donc le silence est peut-être la pire des solutions. D'accord, merci Nadège pour en tout cas pour ce rappel et ces conseils à vraiment ne pas hésiter à en parler. C'est pas mal, au contraire, ça peut aider, ça peut sauver, même si je vous entends l'un et l'autre, et ça peut aussi éviter qu'une situation ne s'enlise pour quelqu'un qu'on laisserait s'isoler aussi. Écoutez, je vous remercie beaucoup de ces conseils et aussi de ces enseignements, de cette petite réglette que je vais garder dans ma poche. Et vraiment, je vous remercie de nous avoir expliqué en quoi, surtout, les conduites addictives ont un lien réel et direct avec le travail. Et surtout, je le redis, quand on part travailler, qu'on a consommé ou qu'on n'a pas dormi la veille, posez-vous la question quand même. Est-ce que je suis en état ? Est-ce que je peux peut-être le dire à quelqu'un ? Écoute, là, je me sens un peu fatiguée, qu'il soit peut-être précautionneux et puis ça ne pourra aller que bien ou mieux, ou en tout cas vous pourrez être aidé. Donc ça, c'était vraiment important. Donc je vous remercie vraiment de nous avoir donné tous ces conseils, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Addictio. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.